Bon. Bonjour à tous. Donc du coup, bienvenue pour ceux qui nous retrouvent, que j'ai vus déjà il y a quelques semaines, et bienvenue aux nouveaux, puisqu'à chaque fois, ça grossit. Et du coup, je vais me présenter assez vite. Donc, pour ceux que je n'ai pas eu, je m'appelle Aurore. Donc, le cycle que je vous présente, c'est parce que du coup, je suis diplômée de l'école du Louvre. À l'origine, j'ai plus fait une spécialité archéologique. Je pense que vous allez le sentir. Et au fur et à mesure, je suis devenue du coup guide conférencière. Donc, je travaille avec plusieurs institutions comme la Réunion des musées nationaux, l'école du Louvre, puisque j'enseigne aussi là-bas. Et après, je travaille pour différentes boîtes comme ça. Là, le cycle, il a été fait en collaboration avec Anne-Laure Faubert, qui est une ancienne Sciences Po et qui a créé sa boîte qui s'appelle Bulle de Culture. Et donc, du coup, vous voyez, elle a marqué, si vous voyez la discussion, que du coup, elle présente plusieurs expositions avec sa boîte. Donc, il y a une balade cinéma autour de Truffaut, l'argent dans l'art, et elle propose des fois des voyages qui vont tourner effectivement autour des musées, autour de villes comme Arles, Londres et Vienne. Voilà en gros. Alors, pour cette séance, on a une séance aussi qui est bien costaud, parce que déjà, vous voyez le titre, on va essayer de balayer l'Antiquité et on va partir des Sumériens jusqu'aux Romains. Donc déjà, d'un point de vue chronologique, c'est gros, mais d'un point de vue géographique, c'est aussi assez énorme. Alors, j'ai fait des choix et il y a sûrement certaines choses qui vont vous frustrer. Je vous l'annonce déjà. J'ai choisi du coup aussi de accentuer un petit peu sur le costume oriental. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a ce choix. C'est parce que le costume oriental, je pense que c'est ce que vous connaissez le moins. C'est-à-dire que si je vous demande ce que vous connaissez sur le costume grec, romain ou même égyptien, il y en a beaucoup qui vont tout de suite me parler de lin, qui vont me parler de laine et puis de drapé, etc. Par contre, le costume oriental, étant donné que d'un point de vue géographique, on a quand même quelque chose d'énorme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à comprendre et qui pourtant est super important. Parce que ce costume oriental, on va en retrouver certaines choses dans le costume égyptien et dans le costume grec. Donc, du coup, voilà, c'est un choix que j'ai fait. Et du coup, on va commencer, hop, en premier. Pour le costume oriental, vous avez 3 grosses zones géographiques. Donc, ce que l'on appelle la région des plaines, avec les Sumériens, les Assyriens, les régions côtières qui vont faire énormément de commerce, et puis les régions montagneuses. Donc, c'est d'un point de vue du costume, c'est très très difficile de préciser les influences des civilisations successives. Dans le temps, on est sur plusieurs millénaires et donc du coup, vous allez avoir plusieurs civilisations qui vont se succéder. C'est une évolution au niveau du costume. On va voir que c'est lié aux conditions climatiques, mais aussi du coup à tout ce qui est politique. Parce que du coup, alors on le verra encore mieux avec les Grecs, il y a des fois, il y a des changements de costume qui vont être liés à certaines guerres, etc. Le costume, il va surtout se mettre en place, tel qu'on le connaît, à partir du 3e millénaire. Et donc là, vous allez avoir 3e millénaire avant. Alors, je vais préciser, je parle toujours avant notre ère, sauf au moment des Romains où on est à cheval entre les deux. Ce sera plus simple comme ça. Donc, en fait, vous avez une double orientation qui marque vraiment les 2 principes opposés du costume. C'est-à-dire que généralement, on dit que dans le costume, vous avez 2 principes. Souvent, dans le sud, vous avez un costume qui est drapé et dans le nord, vous allez plus avoir un costume qui est cousu. Alors, c'est un gros résumé, bien entendu, parce qu'on va voir que chez les Grecs, ça peut être, par exemple, drapé et cousu. Donc, généralement, voilà, c'est en gros les 2 gros principes. Alors, sans plus attendre. Donc là, on est entre le Tigre et l'Euphrate. Donc, vous avez 3 grosses périodes. Oups, pardon. En réalité, il y en a plus, mais je vous ai résumé ça avec l'époque de Sumer, Akkad et l'époque néo-sumérienne. Donc, du coup, regardez un petit peu, c'est les civilisations entre l'Euphrate et ici, vous avez le fleuve, le Tigre, d'accord ?
Il faut penser que c'est séparé en 2 grosses parties qu'on vous met bien ici. Pays de Sumer, où on va parler par exemple de Lagash, on va parler d'Our. Alors Larsa, je pense qu'on n'aura pas trop le temps. Ouma, qui peut s'écrire de différentes manières. Donc dans le sud, on va avoir une population qui est surtout énormément commerçante, mais aussi bien entendu qui fait de l'agriculture. Et dans le nord, c'est la population d'Akkad. Vous allez entendre parler peut-être de Kish, de Babylone, que vous connaissez. Et donc Akkad, c'est une population qui est sémite et qui va beaucoup pratiquer l'élevage. Donc, qui dit élevage, vous allez avoir des moutons, des chèvres, et donc à partir de ce moment-là, forcément du tissage. Alors, donc, cet endroit qui est entre les deux, c'est un sacré terrain de migration. Donc, du coup, vous allez avoir plusieurs empires qui vont se succéder. Et ce développement, il va être, on va dire, interrompu par des inondations. Vous avez sans doute entendu parler du déluge de la Bible, etc. Des guerres. Mais à chaque fois, il va y avoir une nouvelle civilisation qui va arriver et qui est ranimée par le commerce. Donc, il y a énormément d'importance pour le commerce. Hop. Et donc, alors, peut-être que vous n'arrivez pas à voir avec ça. Voilà, comme ça. Ici, je vais commencer par vous montrer un document qui est très, très beau. Alors, la plupart des œuvres, elles proviennent surtout du musée du Louvre. Comme ça, vous pouvez aller les voir assez facilement. Du British Museum. Et pour l'Orient, il y a des œuvres qui malheureusement, vous le verrez, qui étaient au musée de Bagdad. Et aujourd'hui, on ne sait plus trop où elles se trouvent, suite au pillage qui a eu lieu il y a une vingtaine d'années maintenant. Donc voilà. Alors, en tout cas, pour le costume à Sumer. Donc là, ce premier document que je vous montre, que l'on appelle la stèle des vautours, on est à une époque que l'on appelle l'époque de Sumer. Donc, c'est pendant tout le 3e millénaire. Et en fait, il faut imaginer que vous avez un réseau de villes. Donc là, on a des populations qui développent l'agriculture et l'élevage et certaines personnes qui s'enrichissent par le commerce. Donc, on a des fondations de cités-États. Et ces cités-États, elles vont passer leur temps à se taper dessus. Un jour, il y en a une qui gagne, puis un autre jour, c'est l'autre. Bon, voilà, sur ça, rien de vraiment nouveau. Cette stèle des vautours, je vous l'ai choisie parce que c'est le plus ancien document historiographique qui est connu. Donc, elle est assez grande, elle mesure quand même 1,80 m et elle commémore une bataille. Donc, cette bataille, c'est Eannatum, le roi de Lagash, qui a gagné sur la cité d'Ouma. Bon, ça, à la limite, ce n'est pas forcément la chose qui va nous intéresser le plus. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est au niveau du costume, ce que ça nous apprend. Donc, sur la gauche, vous avez la face historique. Sur la droite, c'est la face mythologique. Sur la gauche, alors vous voyez, hop, décidément, je ne suis pas très forte sur ça. Ici, vous voyez sur la gauche, les soldats. Donc là, il y a un procédé qui est assez classique, c'est-à-dire que si vous comptez le nombre de têtes, ça ne correspond absolument pas au nombre de mains et au nombre de pieds. Donc, c'est pour montrer qu'il y a beaucoup de personnes. Sur la droite, ici, et sur la droite, là, c'est ce qui va nous intéresser. Je pense que vous arrivez à voir sur le bas ici et sur le bas des soldats qu'ils ont une espèce de petite jupe avec des flamèches. Alors, cette petite jupe, vous verrez avec la statue des Birils, on la verra encore mieux. C'est ce que l'on appelle un konakès. Je l'ai écrit après, parce que ce n'est pas forcément le nom qu'on connaît, mais c'est quelque chose de super important parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver pendant des millénaires. Donc, on pense qu'au début, ce konakès, c'est un vêtement qui est fait en peau de bête. Donc, vous avez la peau de bête, la toison de chèvre ou de mouton, qui est portée sur les épaules. Donc là, il y a une espèce de châle. Et ensuite, il y a une jupe qui s'enroule autour des reins. Donc, à partir du milieu du 3e millénaire, là, on commence à faire des peaux qui sont cousues les unes aux autres. C'est ce qui fait qu'ici, vous avez une certaine verticalité. C'est comme si on a des laises de peau
et qu'on les assemble les unes avec les autres. Ce qui va permettre de donner une meilleure forme, ce qui va permettre aussi d'avoir des tuniques avec des manches, etc. Donc, du coup, ici, vous voyez que notre Eannatum, alors c'est un roi, vous voyez, il a la tête de l'armée. Là, c'est lui qui attaque, il est actif pour le coup. Et donc, du coup, cette jupe à mèche laineuse, qui est sans doute faite en chèvre ou en mouton, ici, la plupart des gens de l'armée, ils l'ont, mais alors sous forme de jupe. Eannatum, comme c'est le roi, il en a en plus, c'est-à-dire qu'il a un châle qui va couvrir aussi son épaule gauche. Alors, peut-être aussi que cette espèce de châle qui est fait en peau, ça a un côté un petit peu protecteur. D'accord ? Il ne faut pas oublier l'époque à laquelle on n'a pas encore de fer, donc pas encore de cuirasses telles qu'on se les imagine. Je doute que c'est un rôle extrêmement protecteur, mais c'est déjà, on va dire, mieux que rien. La deuxième chose que l'on observe, c'est au niveau de sa coiffure. Alors, hop, regardez ici sa coiffure. Bon, déjà, regardez aussi les modes de représentation. C'est des modes de représentation qu'on va retrouver pendant des millénaires, où vous avez le torse qui est représenté de face, le visage de profil et l'œil de face dans le visage de profil. Et vous voyez qu'ici, il y a une oreille qui sort, un espèce de bandeau et un chignon. Et donc, du coup, le but est de se demander, mais est-ce que cet objet existe vraiment ? Et en fait, juste là, vous voyez que vous avez un objet qui est assez extraordinaire, qui a été retrouvé dans les tombes royales d'Our, qui est en or. Alors bon, on peut penser que les casques, à cette époque, ils étaient en cuivre. Ils n'étaient pas en or, sinon alors là, ça sert encore vraiment à rien. Et donc, Mescal-Amdoug, c'était un roi à Kish. Et on a retrouvé ce casque dans sa tombe. Donc, ici, vous voyez qu'il y a des petits trous. Alors ça, c'est assez énigmatique. On pense que ça permettait de fixer peut-être un autre casque ou une calotte. Même si c'est un casque de parade, ça ne devait pas être très agréable de le mettre comme ça directement sur la tête. Mais en tout cas, vous voyez l'oreille qui est figurée, comme ce que vous avez ici. Il a un espèce de bandeau. Et puis ici, au niveau de la chevelure, on a les mèches qui sont travaillées les unes après les autres. Et on a un deuxième document qui nous permet de voir que cette coiffure, elle va perdurer. C'est le célèbre masque de Sargon qui malheureusement a disparu pendant le pillage du musée de Bagdad, mais c'est quand même une splendeur, ce masque, qui n'est pas le Sargon, puisque Sargon, c'est un petit peu avant. Et donc, regardez un petit peu ici, on voit déjà la beauté masculine qui va changer au fur et à mesure des civilisations, mais qu'on va retrouver par exemple chez les Babyloniens ou chez les Assyriens. Regardez un peu le travail de la barbe. Vous avez ici 3 étages de petites boucles et puis grand étage de boucles ici. Les cheveux qu'on ramène en chignon ici. Et là, on a l'impression que c'est vraiment comme un tressage, un grand bandeau royal, d'accord, que vous avez ici. Donc ça, déjà, on a l'importance du Conakès que l'on va retrouver dans d'autres cités, en particulier ce que vous avez ici. Alors, vous le voyez peut-être un peu mieux ici. C'est une statue qui fait une 50aine de centimètres, qui a été retrouvée dans le temple d'Ishtar. Donc, c'est l'une des déesses les plus importantes en Orient. Et alors, je vous la montre pour, 3 raisons, celle-ci. La première, regardez, il est assis sur un tabouret de vannerie. La deuxième, le Conakès, donc je vous l'ai écrit ici, que vous voyez ici, il est composé du coup de plusieurs rangées de flamèches. Et à ces époques-là, on suppose que ça n'est pas forcément fait en cuir, ça peut être du tissage qui imite du coup les poils de chèvre. Et vous voyez ici, il y a une survivance, c'est la queue de l'animal, comme quand on portait juste la peau de la bête autour. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver en Égypte. Là, ce qui peut vous paraître surprenant, c'est le fait qu'il est chauve. D'accord ? Donc ça va alterner chez les hommes, la mode entre crâne chauve, beaucoup de cheveux. Par contre, la barbe, elle est toujours énormément fournie. Le regard, il est assez impressionnant. Vous avez un critère de beauté qu'on a beaucoup en Orient, c'est les sourcils en arête de poisson, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et enfin,
Au niveau du regard, il y a toute l'attention qui est mise dessus. Déjà d'un point de vue technique, puisque c'est du bitume qui entoure ici du lapis lazuli avec du coquillage. Donc un énorme travail au niveau des yeux. Et parce que pour les Sumériens, en fait, les yeux, c'est le symbole de vie. C'est un symbole de vivacité intellectuelle. Donc vous avez ces grands yeux. Ce type d'ornementation, alors ça va être avec du métal, mais ça peut vous faire penser à ce qu'on a beaucoup plus tard avec le scribe accroupi, qui est assis. Mais le scribe accroupi avec ses grands yeux qui sont cernés comme ça de métal. Donc, la pose qu'il a comme ça, c'est une pose d'orant, c'est-à-dire que cette statue, elle est là pour perpétuer la prière des Birils dans le temple d'Ishtar. Et du coup, dans ce temple, on a retrouvé d'autres statuettes qui sont assez importantes pour nous, parce qu'au niveau des représentations féminines, on n'a pas grand-chose. Donc, au niveau des statuettes, on a aussi des statuettes d'adorantes, comme celles que vous avez ici. Alors, elles sont aussi au Louvre, elles sont beaucoup plus petites, puisque les Birils, ils mesurent à peu près une cinquantaine de centimètres, et là, vous avez une vingtaine de centimètres. Ils sont dans une vitrine, vous avez plein d'adorantes comme ça. On reconnaît le même geste ici, qui est Biril. Et donc là, je pense que vous arrivez à reconnaître le Konakès. Voilà. Donc, elle est vêtue. Vous avez une robe en Konakès. On a un peu du mal à savoir si c'est manche courte, manche longue ou autre. Et puis, vous voyez qu'ici, ça fait comme une espèce de pèlerine. Donc, il y a un châle. Regardez, juste là aussi, on voit les grandes manches avec lesquelles elle s'est couverte. Et je pense qu'ici, vous observez qu'il y a des bandes horizontales comme ça qui forment ces espèces de flamèches comme ça. Et ces flammes qui, du coup, sont censées représenter le pelage de l'animal, là, on sent bien que c'est plutôt du textile avec plusieurs volants, d'accord, qu'une peau de bête. Et ça va survivre, vous penserez à ça quand on regardera les costumes à Mycène, où vous avez les femmes qui ont des espèces de grandes robes avec des bandes horizontales comme ça. Donc, ça va être vraiment une survivance. C'est pour ça que ce Konakès, je vous en montre plusieurs exemples parce que c'est un peu le début de pas mal de choses. Enfin, elle a la chevelure, puis elle a une coiffure un petit peu bizarre. Cette coiffure, c'est ce que l'on appelle un polos. Le polos, c'était sans doute en tissu ou en feutre. Et il y avait une espèce d'armature à l'intérieur pour pouvoir faire cette espèce de rectangle comme ça au-dessus de la tête. Vous observez aussi qu'il y a un bandeau, sans doute pour faire tenir comme ça le chapeau. Et juste là, ça part comme ça, hop, de chaque côté en triangle. Et ça, on suppose qu'il y avait peut-être une chevelure postiche sur l'arrière. Alors malheureusement, on n'en a pas retrouvé. C'est le problème qu'on va avoir un petit peu dans toutes les civilisations de l'Antiquité, c'est que quand le textile, ça ne se conserve pas, comme ce que je vous ai dit il y a quelques semaines, ou alors dans des rares cas. Et en plus, on va dire que les civilisations orientales, elles n'ont pas trop fait d'efforts parce que dans les tombes, ils ne s'enterrent pas habillés, ou alors juste avec une simple tunique. Donc du coup, on est obligé de regarder les sculptures pour pouvoir comprendre un petit peu la manière dont ils s'habillent. Mais c'est vrai qu'à des fois, on reste un peu sur notre faim parce qu'on ne sait pas, quand vous allez avoir des motifs, si c'est des broderies, si c'est du tissage, si c'est des applications en métal ou autre. Donc, il y a encore beaucoup de choses forcément à découvrir. Le regard, il peut vous paraître un petit peu bizarre, surtout qu'elle n'a pas de nez et de bouche, celle-ci. C'est parce qu'en fait, il y a du bitume. Donc, en fait, les yeux étaient incrustés exactement de la même manière qu'est Biril, mais on a perdu forcément l'intérieur des yeux. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois que... Parce que la dernière fois, je n'ai pas trop regardé les messages. Alors, pardon. Bon, pour les bijoux. Ça, c'est la tombe de la reine Pouabi. On est dans les tombes royales d'Our, comme celle de Mescalamdouk où je vous ai montré, vous savez, le gros casque. Donc, c'est des tombes qui ont été fouillées par un Anglais qui s'appelait Woolley,
Et du coup, les objets sont partagés entre le British Museum et le musée de Bagdad. Donc, il y a certaines choses qui, malheureusement, ont disparu. Le British, c'est plus simple d'y aller et c'est vraiment une des plus belles parties du British Museum. Donc, en fait, ce que je vous ai marqué ici d'un point de vue du commerce, c'est quelque chose que l'on va retrouver pendant toute l'Antiquité et bien après. De toute façon, je pense que beaucoup d'entre vous savent que le lapis-lazuli provient d'Afghanistan, que pour l'or, on va en avoir en Anatolie, en Nubie, en Inde, et la cornaline, qui est la pierre orangée, ça provient de l'Indus. Donc, ces tombes royales d'Our, elles sont assez extraordinaires puisqu'on a retrouvé des chambres qui étaient voûtées en pierre ou en briques. On y accède par un puits. Et là, on a retrouvé plusieurs tombes avec une richesse absolument incroyable. Déjà, quand vous voyez la coiffure ici et le nombre de colliers qu'il y a, c'est assez sensationnel. Et ça nous montre que du coup, vous avez une élite urbaine, puisqu'on est dans ces cités-États, qui est capable de thésauriser de grandes quantités de matériaux précieux et qui vit en particulier du commerce. C'est un petit peu ce que l'on a vu aussi il y a quelques semaines, quand je vous ai parlé des tombes celtiques, où là aussi, les princes et les princesses de la Celtique y thésaurisent grâce au commerce. Et donc là, vous voyez que la parure de tête, bon, elle ne devait pas porter ça tous les jours, hein, on est d'accord. C'est des feuilles de mûrier que vous avez ici en fines feuilles d'or qui sont rattachées avec des perles que vous avez ici, des perles tubulaires en lapis-lazuli, en cornaline. Et là, ici, ça rappelle au final ce que l'on va retrouver pendant des siècles et des siècles en Orient. Vous savez, quand on voit avec les petites pièces qui font énormément de bruit, il y a vraiment ce goût de l'ornementation et du luxe. Pour les boucles d'oreilles, il y a toujours beaucoup de doutes quand vous avez des grosses boucles d'oreilles comme ça parce que c'est très lourd. Donc du coup, est-ce que c'est attaché à la chevelure? Est-ce qu'elles avaient un voile sur lequel c'était attaché? Ou est-ce qu'elles les portaient vraiment comme ça? Bon. C'est vrai que quand on regarde en Afrique, elles ont aussi d'énormes boucles d'oreilles comme ça et elles les portent sur les oreilles. Donc en tout cas, voilà, vous avez plusieurs possibilités autour de la manière dont on peut porter ces boucles d'oreilles. Alors, bon, celui-ci, je vous l'ai mis aussi parce que là, on va commencer à avoir une certaine évolution. Donc, les empires se succèdent. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous faire un cours d'histoire en Orient, même si c'est vraiment passionnant. Mais à un certain moment, vous allez avoir des empires qui vont se former. Donc, Sargon d'Akkad qui va créer le premier empire qui va vraiment réussir à réunifier comme ça la Mésopotamie. Puis, au fur et à mesure, ça va se déliter. Et donc, du coup, vous allez avoir ce que l'on appelle une époque néo-sumérienne avec un roi en particulier, c'est la 3e dynastie d'Ur, qui est roi de Lagash, la ville dont on a parlé tout à l'heure avec la stèle des vautours, pour vous resituer. Cette statuette, je l'ai choisie parce que c'est l'une des rares du roi Gudea qui est un entier. Et puis, elle nous permet de voir plusieurs choses. La première, c'est que déjà, regardez ici, vous avez un visage complètement glabre, pas de cheveux longs, d'accord? Donc vraiment une alternance entre cheveux courts, cheveux longs, pas de barbe cette fois-ci, un visage qui est vraiment très simple. Par contre, on retrouve le critère de beauté ici, des sourcils en arête de poisson. Il a un espèce de bandeau, donc un turban qui est orné avec des bouclettes qui sont très stylisées. Donc on peut se demander en quoi c'est fait, étant donné que vous avez ces espèces de flamèches. Ici, un geste d'adorant, comme ce que l'on a vu chez Ébiril et puis l'autre femme. Et regardez au niveau du costume, là on ne retrouve plus du tout le konakas. Donc, on a un espèce de manteau drapé, vous voyez, qui passe par l'épaule gauche. Ça, c'est ce qu'on retrouvera aussi avec l'himation grec et qui repasse sous l'épaule droite ici. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir que là, il y a des bandes sur le côté. Donc, il y avait des bandes. Est-ce que c'était des bandes de couleur ou on pense plus à des franges, etc. Donc là, le costume, il est en train de changer. On a cette espèce de long châle de laine
qui est une pièce ancienne du vêtement sumérien et qu'on va enrouler du coup autour de l'épaule. Et au-dessous, il faut imaginer qu'il devait avoir quand même une espèce de tunique. Ce type de costume, on va le retrouver, clac, en Babylonie. Donc, vous avez toutes les cités d'Our qui se cassent la figure. Et donc, en fait, vous allez avoir le nord de la partie d'Akkad qui va prendre le dessus. Et donc, c'est ce qui va donner lieu aux civilisations babyloniennes. Un des rois les plus célèbres de Babylone, c'est Hammurabi, puisqu'on a retrouvé ce code. Alors, ce code, on ne l'a pas retrouvé à Babylone, d'accord? Babylone, on a malheureusement pas, les archéologues n'ont pas pu fouiller pour plein de raisons. Mais quand vous avez des envahisseurs, ils vont prendre certains objets qui symbolisent la culture. Et donc, du coup, ce code d'Hammurabi, il a été retrouvé à Suge, donc bien plus à l'est. Et ici, regardez un petit peu ce qu'on retrouve. On retrouve le même costume avec le bonnet, même bonnet que Gudea. Par contre, on a une jolie barbe ici. La jolie barbe, ça vous fait penser à Sargon d'Akkad. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le nord, donc civilisation akkadienne. Ici, vous avez les 3 rangs de petites boucles et puis une barbe beaucoup plus longue. Des cheveux courts. Et là, vous avez vu qu'au niveau du drapé, on est toujours sur le drapé autour de l'épaule gauche et il le maintient ici par l'épaule sur son avant-bras droit. Le geste qu'il fait, c'est un geste de respect envers le Dieu qui est ici. Déjà, on a quand même un objet qui est assez incroyable. Bon, je ne vais pas aller dans les détails de tout ce qui est loi, parce que ce n'est pas le propos, puis sinon on ne va jamais y arriver. Mais c'est surtout que, regardez, il se présente devant un Dieu. Le Dieu lui donne ici ses instruments d'investiture qui le font roi. Et ce Dieu, c'est Shamash, le Dieu du soleil. Donc du coup, ici, il a des rayons de soleil qui partent des épaules. Et on le reconnaît que c'est un dieu parce qu'il a une tiare avec des cornes. Donc en Orient, plus vous avez de cornes, plus vous êtes un dieu important. Donc là, on en a 4. Voilà, c'est pas mal, le dieu du soleil. Il a la même barbe que Hammurabi. Par contre, regardez au niveau du costume, c'est simplifié. Mais on retrouve le konakes du début, donc des origines. Donc, c'est un petit peu comme si on se réfère aux anciens temps. Donc, du coup, on gagne comme ça. Le dieu, il est représenté de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est comme si ça lui donnait encore plus d'importance. Pour les Assyriens, alors, je vous ai mis une petite carte ici. D'accord? Vous voyez qu'on a avancé dans le temps. On est plus au premier millénaire où vous avez plusieurs empires aussi qui vont se succéder. Mais vous voyez qu'à certains moments, l'empire assyrien, il va complètement intégrer ici en ce qu'il y a entre le Tigre et l'Euphrate, Babylone et compagnie. Bon, je sais, c'est terriblement frustrant que je fasse aussi vite. Et en fait, là, pour voir un peu le costume des Assyriens, je vous ai mis du coup des orthostates, donc ces grandes pierres qui mesurent quand même presque plus de 3 mètres, qui sont conservées au Louvre et qui constituent la cour Khorsabad. Donc, la cour Khorsabad, c'est la cour qui a été faite pour le roi Sargon II. Donc, cette cour, elle est absolument sublime. Allez vous balader. C'est pas là où il y a le plus de touristes. Donc, en plus, c'est vraiment très, très agréable. Et en fait, je vous en ai pris juste un exemple pour qu'on puisse regarder le costume. Alors, le roi, je pense que vous le reconnaissez tout de suite parce qu'il a une tiare, comme ça, avec un espèce d'apex que vous avez juste là. D'accord ? On n'a aucune idée de en quoi c'est fait. Ça peut faire penser au fez. Mais voilà, c'est un petit peu comme les couronnes en Égypte, où quand on les regardera, au final, on ne sait pas du tout en quoi c'est fait parce qu'on n'en a pas retrouvé. Donc, ça reste toujours un petit peu énigmatique sur ça. On voit ici que ce sont 2 personnages importants par le geste qu'ils ont sur l'épée. Donc, vous voyez ici, il maintient son épée, il a un sceptre, donc on reconnaît Sargon II.
Ici, vous voyez qu'il a aussi son épée. Donc ici, on est face à un dignitaire. Et regardez un petit peu le détail que vous avez. Alors, je vous ai mis ici les têtes, puis on va regarder le reste du costume. Les boucles d'oreilles, d'accord, que les hommes portent aussi bien sur oreille gauche, oreille droite, qui sont des bijoux en or. Je vous ai mis tout à l'heure, je vous le montrerai bien sûr, des exemples de bracelets, puisque c'est des bracelets qu'on a pu retrouver. Et puis, le travail que vous avez au niveau des barbes. Et en fait, on sait que du coup, ils travaillent toute leur barbe au petit fer et que le roi, il va en plus mettre des fils d'or, intégrer des fils d'or dans sa barbe. Donc, ça devait être assez impressionnant quand même quand on regarde ça. Et au niveau du costume, hop, alors, le dessin n'est pas tout à fait exact, mais c'est pas très grave, ça nous permet de comprendre plus de choses. Donc ici, vous voyez que là, les hommes, ils vont commencer à porter une tunique à manches courtes. Alors des sandales qui vont commencer à apparaître en Orient et puis qu'on va beaucoup retrouver. Ensuite, vous avez, elle a appelé ça le konakas, mais c'est une espèce de tunique qu'on met sur le dessus, qui peut être avec plein de motifs différents. Là, elle vous a mis des carreaux, mais si vous regardez ici, vous voyez que vous avez le châle ici, mais après, dans certains endroits, vous pouvez avoir vraiment d'autres motifs. Et enfin, il est recouvert d'un grand châle frangé. D'accord? Et ce châle frangé, il passe autour de l'épaule gauche, encore une fois. Regardez, vous voyez toutes les franges ici. Clac, 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 clac. Ça s'enroule. Et ce châle frangé, vous allez voir que c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans d'autres cultures. Regardez, là, vous avez la tunique. Sur le bas, vous voyez les motifs. Et vous voyez ici toutes les franges, comme ça, dans lesquelles le roi s'est vraiment enroulé. Pour les bijoux, regardez les bracelets que vous avez ici. Alors, je vous ai mis en détail. Voilà, regardez. Vous voyez les bijoux qui sont ici. Ça ressemble énormément aux bracelets que vous avez ici, qui proviennent de Nimroud, donc qui étaient conservés dans des musées à Bagdad. Et du coup, aujourd'hui, malheureusement, vous voyez que c'est des vieilles photos. On ne sait pas trop où ils se trouvent. Bon. Alors, hop. Pour les représentations féminines, je suis désolée, il n'y en a pas beaucoup. Alors, l'explication, elle est simple. C'est que les femmes sont peu représentées parce qu'elles n'ont pas le droit de paraître en public. Donc là, vous avez une représentation, mais qui est vraiment très, très rare. C'est Assurbanipal qui est avec sa femme Assur Charat. Vous voyez qu'au niveau de la chevelure, elle a exactement la même coiffure que son mari. Elle est quand même représentée au-dessous de lui. Et en fait, elle a une espèce de longue tunique. Et on va voir sur d'autres images qui ne sont pas forcément du coup civilisation des plaines, mais que en fait, il y a aussi cette espèce de châle frangé. Voilà, juste là. Pour les pays côtiers. Alors, les pays côtiers, il faut penser que du coup, comme ils sont sur les côtes, eh bien, vous allez avoir des influences multiples, c'est-à-dire des influences qui vont venir d'Égypte, des influences crétoises, des influences de Chypre. Et donc, du coup, tout ça, ça va énormément se mélanger, encore plus que ce que l'on a pu voir. Donc, il y a un énorme trafic. Il faut penser que le lin, il va venir d'Égypte, puis il va être retravaillé. Qu'en Phénicie et en Syrie, on va faire des teintures, alors qu'en Égypte, on va avoir plus la couleur blanche. On va avoir du bleu qui provient du guet, du jaune qui provient du safran, du rouge, de la garance. On va finir par avoir vraiment énormément de luxe, etc. Donc, en fait, le costume, il va s'inspirer des Sumériens, mais aussi des Hittites, qui sont des populations montagnardes. Et là, en fait, sur la droite, je vous ai pris, c'est un couvercle qui est très, très beau en ivoire. Il n'est vraiment pas très grand, 13 cm. Et donc ici, vous avez une maîtresse des animaux. Donc, cette femme est en train de donner à manger des épis à des petites chèvres. Et la manière dont elle est habillée ici, on voit la survivance du konakas.
et la manière dont elle est représentée, vous y penserez quand on regardera Knossos. On n'est vraiment pas très très loin des modes de représentation de la civilisation crétoise et en plus, on est aux mêmes périodes. Ici, alors je voulais montrer celle-ci pour deux raisons. C'est parce que représentation féminine, on n'en a pas beaucoup. Et donc, vous voyez qu'ici, la femme, elle est recouverte d'un voile frangé. Elle a une espèce de longue tunique qui est serrée à la taille. Et surtout, on a très peu de représentation aussi d'enfants. Alors, c'est un jeune prince, forcément. Mais ici, vous voyez qu'il est vêtu aussi de sa tunique et qu'il tient un écritoire. Et là, il tient en laisse un faucon. Donc, vous avez vu qu'au niveau des boucles d'oreilles, il a aussi ces boucles d'oreilles que l'on retrouve dans d'autres civilisations orientales chez les hommes. Bon, la troisième partie, alors j'ai passé pas mal de temps au début, voilà. Troisième partie, ça va être les pays des montagnes, où du coup les Hittites au nord, les Mèdes et les Perses à l'est. Alors là aussi, ça a été un choix draconien. Mais voilà, on va y arriver comme ça quand même. En fait, je vous montre ce petit chien pour une raison. C'est qu'en fait, regardez la date. On est au 4e millénaire, donc on est loin hein, quand même. Il est tout petit, 1 cm, 1,5 cm. Et en fait, c'est un condensé, une synthèse de toutes les techniques d'orfèvrerie qu'on connaît à cette époque. C'est-à-dire qu'on sait extraire, on sait réduire le métal et on va maîtriser une température jusqu'à 800 degrés. Là, le petit chien, il va être obtenu avec ce que l'on appelle la fonte à la cire perdue, c'est-à-dire on moule. Ensuite, on va étirer à chaud, vous avez vu la queue qui est recourbée et les longues oreilles. Ensuite, ici, on va apporter ce que l'on appelle la bélière. Et c'est ça qui est super important, c'est-à-dire que c'est le premier témoignage de soudure qu'on ait. Donc, c'est pour ça que ce petit chien est aussi important. Et ce petit chien, si vous le regardez là, il a un collier. Donc, c'est un chien qui est domestiqué. Alors, ce n'est pas le beau lévrier arabe que l'on a sur d'autres poteries, mais c'est un chien plus rustique. On pense que du coup, c'est un chien qui devait garder et surveiller les moutons, donc un petit peu plus trapu. Et donc là, ça nous rappelle que on est dans des civilisations qui sont agraires et l'importance des moutons pour le tissage, le commerce, etc. Alors, regardez un petit peu cette statue. Elle est vraiment, alors elle est assez impressionnante parce qu'en fait, elle pèse 1750 kilos. D'accord? Donc elle est en bronze et en cuivre. Il n'y a pas un noyau au centre qui permet d'économiser le métal. Là, on est vraiment dans quelque chose d'assez massif. Elle est exceptionnelle aussi parce que ça représente une femme. Alors certes, c'est une femme royale, c'est une reine, mais du coup, vous voyez un petit peu son costume. Elle a ici une tunique qui est à manches courtes et c'est recouvert comme ça avec un châle à franges. Et vous voyez que sur le bas, on retrouve, alors c'est un peu comme la survivance du Conakès, où là, ça fait des longues flamèches de cette manière-là. Donc du coup, ça vous montre un petit peu le costume féminin qui, au final, va être toujours, enfin dans à peu près toutes les civilisations antiques, un costume qui va être long. Long, pardon. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Et enfin, pour finir avec l'Orient, j'aurais pu vous montrer des tas d'autres choses, mais là déjà, j'y passais du temps. C'est un peu compliqué de faire plus court. Ici, c'est la frise des archers qui provient du palais de Darius. Donc, on a avancé dans le temps. On est en 510. Et donc, c'est les guerriers, les archers que Hérodote appelle les immortels. Et donc là, regardez un petit peu, quand je vous ai dit qu'au fur et à mesure, on va avoir des costumes colorés, c'est vraiment tout à fait ça. Au niveau ici de la coiffure et au niveau de la barbe, on retrouve ce que l'on avait, par exemple, chez Sargon II ou alors dans les populations sumériennes. Mais comme on est dans des populations où on va dire qu'il fait un petit peu plus froid, mais du coup, vous voyez qu'on a des manches longues, des tuniques qui sont extrêmement décorées. Et là, on peut imaginer qu'on n'a pas que du costume drapé, mais du costume aussi qui est cousu avec ces tuniques à manches longues.
Alors, j'ai été forcément très vite, mais est-ce que vous avez des questions un petit peu sur l'Orient ou si ça vous vient après, enfin, voilà, il y a aucun souci sur le fait, même si ça vient les semaines d'après. Si vous avez des questions, si vous voulez m'en poser, voilà, après. Alors, hop, pour l'Égypte. Là, vous allez voir, plus ça va aller, plus vous allez être en terrain connu. Pour l'Égypte ancienne. Alors, j'ai commencé par cet objet que malheureusement, les gens ne regardent pas assez. J'ai choisi de prendre des objets qui sont dans le parcours chronologique du Louvre. C'est-à-dire qu'au Louvre, vous avez un parcours thématique qui est en bas et un parcours chronologique où vous avez des œuvres absolument fantastiques. Et en fait, cette œuvre-là, ça me permet de faire le lien avec l'Orient. Et je pense que vous voyez tout de suite de quoi je parle. Oups, de quoi je parle. Alors, si je fais des bêtises comme ça. En fait, c'est un couteau qui date de ce que l'on appelle l'époque de Nagada. Alors, je vous embête pas trop avec les périodes. Sachez juste qu'avant l'Ancien, Moyen et Nouvel Empire, vous avez deux périodes qui correspondent à la préhistoire égyptienne, l'époque de Nagada et puis l'époque timide. Mais c'est pas très, très grave. Sur ce couteau, qui est du coup fait en silex et avec un manche en ivoire, regardez sur le manche ce que vous retrouvez. Vous avez vu ici, on retrouve du coup comme si c'était un oriental, d'accord, la barbe en collier, le chapeau comme celui de Gudea ou d'Hammurabi et un espèce de pagne. Par contre, là où on voit l'Égypte, c'est regarder la manière dont ils sont habillés avec une espèce de mèche comme ça sur le côté. Et donc, du coup, on voit bien que de toute façon, c'est normal. Il faut bien voir que on n'est pas du tout dans un monde clos. C'est exactement ce que je vous disais il y a quelques semaines. Il y a des influences qui vont venir un petit peu de partout. Alors, ensuite, au niveau des généralités, d'accord, le tissu principal utilisé, c'est le lin. Alors, oui, pour répondre à la question, la jeune maîtresse des animaux, en fait, on le verra aussi avec Mycène. C'était sans doute pas des vêtements qui étaient portés. Et du coup, on est plus devant une maîtresse des animaux, donc pas une vraie femme. D'accord? Cette maîtresse des animaux, c'est comme si c'était une déesse, ce qui va donner beaucoup plus tard Artémis. Ça va pour j'ai répondu à votre question? Mais sinon, la plupart des femmes, voilà, elles étaient quand même représentées bien habillées. Donc, on revient à notre tissu. Donc, le tissu principal, c'est le lin, qui est d'origine végétale et pour des raisons que vous connaissez, puisque c'est ce qu'on porte en été, c'est pour la fraîcheur, la facilité d'entretien. Donc, il y a un climat qui est chaud. Et au niveau de la couleur, en fait, on va surtout avoir une couleur qui va être blanche et crue, qui est pour eux comme une couleur sacrée. La couleur, elle va se positionner ou avec une résille sur le corps ou alors avec les bijoux. Par contre, le vêtement, il va rester simple malgré tout le luxe qui va être introduit, en particulier par les conquêtes étrangères. Au niveau des critères esthétiques, on va souvent avoir une carrure des épaules, une taille qui va être assez fine et un allongement vraiment de la silhouette. Alors, je vous ai montré ici cette robe, qui a été beaucoup plus longue, hein, d'accord? Mais regardez, on va lui permettre, elle a plus de 5000 ans, hein, d'être sacrément abîmée. Donc, c'est une robe qui provenait d'un mastaba de Tarkhan, qui est en lin plissé et qui est aujourd'hui conservée dans un petit musée, le musée Petrie d'archéologie égyptienne à Londres. Et actuellement, en Égypte, pour l'Égypte, c'est le plus ancien morceau de textile que l'on a. Après, il y a une robe aussi qui est présentée au Louvre et qui est très très belle, mais qui est quand même postérieure. Voilà. Alors, au niveau du lin, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, au niveau du tissage, etc. Et en fait, il faut penser que le tissage, la manière de fabriquer va aussi beaucoup évoluer grâce aux entreprises guerrières. C'est-à-dire, on a des entreprises guerrières, on envahit, on fait du commerce, et du coup, vous allez avoir
l'installation en Égypte de tisserands étrangers, en particulier de tisserands syriens. Et à un tel point que le mot syrien en Égypte, ça devient synonyme de tisserand. D'accord ? Un petit peu comme nous, beaucoup plus tard, au début au Moyen-Âge, où quand on a des personnes orientales, on les appelle des Syriens et ils font du commerce. Bon, voilà. Alors, on va faire d'un point de vue chronologique. Vous allez voir qu'il y a quand même une certaine stabilité. C'est pour ça que je passe beaucoup moins de temps sur l'Égypte, parce que ce sont des choses que, au final, vous connaissez. Enfin, je pense. Donc, ici, vous avez 2 statues qui sont conservées au Louvre. Donc, Sépa et Nésa. Donc, Sépa, c'est l'homme, Nésa, c'est la femme. Alors, si je vous les montre, c'est que c'est parmi les plus anciens exemplaires connus de représentation grandeur nature de particuliers, c'est-à-dire de personnes qui ont réellement vécu. Sépa, il travaillait pour les affaires royales et Nésa, elle était introduite au palais. Donc, ce sont des personnages, en même temps, s'ils sont représentés en statue, ce sont des personnages qui sont assez riches, forcément. Donc, ces statues, c'était des statues funéraires et qui permettent de perpétuer la présence des défunts sur Terre, etc. Pour la femme, donc le costume que vous voyez ici, alors, c'est pas le meilleur exemple, mais bon, enfin, je m'exprime mal. On va avoir d'autres exemples où vous comprendrez un petit peu mieux, mais j'ai choisi ces exemples parce que ça va me permettre d'aborder la coiffure et aussi les cosmétiques. C'est pour ça qu'ils sont extrêmement pratiques. Donc pour la femme, vous allez avoir une permanence de la robe, aussi bien de l'ancien, moyen, nouvel empire, puis basse époque et époque ptolémaïque. Par contre, ça va se modifier surtout dans les détails. Donc comme on a dit, c'est du lin. Et en fait, vous avez des bretelles ici, et ces bretelles, où elles vont laisser voir apparaître la poitrine ou non. D'accord ? Et puis après, vous allez avoir des diversifications d'un point de vue des bretelles qui vont être plus ou moins grosses, plus ou moins épaisses, etc. Mais généralement, vous avez cette tunique qui est très longue et qui fait penser vraiment à un fourreau qui moule finalement le corps. Elle a pas mal de bracelets ici. Pour notre Sépa, il a un espèce de pagne. Donc finalement, vous voyez que dans les civilisations où il fait chaud, à chaque fois, on va retrouver cette idée de pagne. C'est ce que l'on appelle un shanty, que je vous ai mis ici. Donc c'est un pagne en lin qui est enroulé. Vous voyez, clac, il est enroulé. Et ici, on voit le rabat qui est juste fermé ici. Voilà. Donc on a des choses qui finalement sont assez simples. Par contre, regardez, je vous ai pris un détail. Je vous ai pris des détails pour vous parler de 2 choses. La coiffure, mais aussi et surtout, vous avez vu ici, vous avez une trace de verre et des traces de verre comme ça sous les yeux. Donc ça me permet de vous parler un petit peu des cosmétiques. Bon, je pense qu'on a tous les clichés de la femme et de l'homme égyptien avec le célèbre col, avec, on vous dit souvent qu'ils sont très propres, le parfum, etc. Donc, effectivement, il y a des soucis de propreté qui sont vraiment là. On sait que, par exemple, à un certain moment, il y a une loi qui impose de se parfumer 1 fois par semaine. Alors, ils ont des parfums, mais qui ne sont pas faits par de la distillation, mais par de la fermentation. Donc, en particulier, on va utiliser le lys, on va utiliser le lotus. C'est très chic de sentir le lotus. Et l'un des plus célèbres parfums, c'est ce que l'on appelle le kifi, qui est composé de 27 ingrédients et dont on met l'odeur un petit peu partout parce que c'est censé éloigner les mauvais esprits, etc. Pour les cosmétiques, vraiment les cosmétiques en niveau maquillage, on les utilise pour plusieurs raisons. Des raisons médicales, des raisons esthétiques, et aussi il faut penser que vous avez une légende que vous connaissez sans doute, une mythologie, c'est la mythologie d'Horus qui va combattre son frère Seth, au cours duquel il perd son œil gauche, et donc du coup, quand il récupère son œil Horus, il va se maquiller. Donc du coup, il n'y a pas du tout le même rapport au maquillage que ce que l'on va avoir en Occident, où c'est pendant des centaines d'années très mal vu.
Là, au contraire, leur dieu se maquille, donc ils ont le droit de se maquiller, ça légitime. De plus, le maquillage, il est fait pour vous rendre un aspect plus jeune. Et après la mort, ça a son importance puisqu'il faut redonner au corps une éternelle jeunesse. Pour le col, donc ça c'est la chose la plus célèbre, la majorité des fards noirs vont être constitués à base de plomb. Donc on a des mélanges entre des matières grasses, de l'antimoine, de l'oxyde de magnésium. Et plus on broie finement, plus on va avoir des reflets métalliques. Donc les hommes et les femmes, regardez ici pour ces pas, vous l'avez le noir ici. Pareil pour la femme, vous l'avez ici, donc contour de l'œil. L'homme et la femme en mettent, puisque comme je vous ai dit, c'est médical. Ça va éloigner les mouches, ça va protéger du soleil. Et à l'intérieur, on a retrouvé qu'il y avait du plomb, du chlore. Donc du coup, ça désinfecte. Ça empêche les conjonctivites, etc. Donc c'est vraiment important. Ensuite, vous avez d'autres couleurs. Et là, vous voyez le gros fard vert. Donc ce fard vert, ce type de fard, ça pouvait être mis sur des petites cuillères. Oups, décidément, je ne sais pas comment j'arrive à faire ça. Ces petites cuillères qui sont juste là. D'accord. Et le verre est fait à partir de malachite. On avait du blanc de céruse pour pouvoir avoir le teint blanc. Ensuite, on pouvait évoquer les veines en faisant du bleu. Enfin, ça devait être quand même à certains moments extrêmement coloré quand même. Pour la perruque, donc là, toutes les classes sociales peuvent avoir une perruque. Ce qui va changer, c'est si ces perruques sont faites en cheveux naturels. Pour les pauvres, ça va être fait en laine ou en fibre végétale. D'accord? Donc, forcément, voilà. Les esclaves, ils n'y ont pas le droit. Et quand vous êtes petit, ça, c'est aussi l'image que vous connaissez, on est rasé, sauf la tresse. Donc, les perruques, elles sont souvent conservées dans des boîtes parfumées avec des fleurs séchées, de la cannelle, etc. Et l'évolution globale que vous allez avoir, c'est que les hommes, au début, vont plus avoir les cheveux courts. Puis, au fur et à mesure, on va avoir des cheveux longs. Et pour les femmes, alors, elles ont dès le début des cheveux mi-longs. Puis, plus ça va aller, plus on va avoir des chevelures qui vont être assez longues. C'est forcément quelque chose d'un petit peu général, mais ça marche quand même, assez bien. Alors, une autre image ici pour vous montrer qu'il peut y avoir autre chose que du lin, mais c'est quand même beaucoup plus rare. C'est ici, vous avez une stèle, ce qu'on appelle une stèle pancarte de Néfertiabet. Et donc Néfertiabet, c'était, alors je vous ai marqué la fille, j'ai eu tort. C'est ou la fille ou la sœur de Khéops. Donc, on n'est pas encore complètement sûr. Par contre, vous voyez qu'ici, c'est l'une des premières représentations de banquet funéraire que l'on ait. Et surtout, en fait, notre Néfertiabet, elle est représentée avec une robe en peau de léopard. Et on a le travail du cuir chez les Égyptiens, bien entendu. On a des boucliers qui sont faits en cuir, etc. On sait que les peaux de léopard, elles proviennent du royaume de Nubie, mais c'est un costume qui va surtout être réservé au clergé. C'est pour ça que je vous la montre, c'est une représentation qui est assez rare quand vous voyez cette espèce de robe fourreau comme ça en léopard. Voilà. Mais ça nous montre que du coup, il y avait quand même le travail de la peau qui pouvait être fait à cette époque. Alors, à certains moments, je vous ai mis des petits dessins. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça vous permet de faire comprendre quelque chose dans l'ensemble. Vous voyez que pour l'Ancien Empire, du coup, comme ce que je vous expliquais, les bretelles, où elles sont, vous avez la taille qui s'arrête au-dessous de la poitrine, ou alors le fourreau va monter juste en haut de la poitrine. Ici, c'est le shanty qui, au fur et à mesure, va se complexifier. Donc, c'est surtout pendant le Nouvel Empire, avec toutes les conquêtes, que l'on va avoir de plus en plus de richesses. Mais regardez ici pour le Nouvel Empire, vous voyez que les épaules sont couvertes et que vous avez un nœud devant. Ici, pareil pour l'homme, où il va y avoir un double tour qui va être fait et du coup un pagne beaucoup plus long. Puis au fur et à mesure, un costume ici qui fait qu'on s'enroule vraiment tout autour de la tunique.
On va voir ça un petit peu avec des exemples. Alors, regardez un petit peu ici. Vous voyez, là, c'est la manière de faire le costume que vous avez ici du Nouvel Empire et qui est représenté ici avec Nefertiti. Donc, là, c'est le couple royal qui est représenté. Et je vous le montre aussi pour une raison. C'est que, oui, elle n'est pas très grande. Elle fait une vingtaine de centimètres, mais c'est quand même très, très rare de voir un couple royal se tenir la main. Donc, voilà, c'est un geste qui est finalement assez tendre et qu'on ne va pas forcément retrouver sur les autres images de rois et de reines. Et c'est pour ça que, du coup, je vous ai choisi celui-ci. Donc, vous avez Nefertiti ici et Akhenaton. Pardon. Qui sont représentés. Et vous voyez qu'ici, donc, pardon. Voilà, c'est fini. Porte ici une couronne. C'est une couronne qui est bleue, qui ne représente pas du tout la couronne de la Haute et la Basse Égypte, dont on reparlera tout à l'heure. C'est une couronne que l'on appelle le képricht, qui était sans doute faite en tissu, et encore, il faudra en retrouver pour comprendre. Le lourd collier qu'il a ici, c'est ce que l'on appelle un ouzek. Je vous en montrerai un tout à l'heure avec l'exemple de Karo Mama, qui est une sculpture absolument incroyable. Et ici, vous avez vu qu'au niveau du pagne, en fait, vous avez un pagne sur le dessous et ensuite un plissé qui va revenir comme ça sur le devant, comme si vous aviez deux pagnes. Là, le costume qu'elle a ici, c'est du coup ce que vous avez ici. Donc, on s'enveloppe et vous avez un nœud qui revient comme ça sur les épaules. Là, celui-ci, je vous l'ai montré aussi pour une raison. C'est un petit peu, ça reprend ce que vous avez là. C'est qu'au niveau des critères de beauté, on a quelque chose de un petit peu différent de ce que l'on a vu auparavant. Je vous avais dit qu'il y avait un élancement de la silhouette. Alors là, elle est toujours élancée. Elle a deux voiles. Regardez, il y a une fermeture ici de voile, comme un châle sur le dessus. Puis le voile qui est tout en transparence. Et vous avez vu qu'ici, vous avez la finesse de la taille, des hanches qui sont vraiment très larges. Et le je ne sais pas comment j'arrive à faire ça, il faut que j'arrête. Et le ventre qui, du coup, est mis en avant. Vous avez vu un petit peu ici. Et puis même à travers la sculpture de Nefertiti, ici, on le voit. Hop. Alors, ici, c'est une robe qui est pas, enfin, c'est une sculpture qui est particulièrement magnifique. Donc, c'est Karo Mama, qui est très abîmée et qui part souvent en restauration parce que c'est une statue qui est en bronze et c'est assez rare d'avoir des statues en bronze de cette époque en Égypte. Et donc, du coup, ici, notre Karo Mama, c'est une grande prêtresse. Et en fait, je vous la montre pour plein de raisons. Elle n'est pas assez connue. Et puis, regardez un petit peu son visage. Vous avez vu la finesse des traits, de la bouche. On a vraiment l'impression d'avoir un véritable visage. L'incrustation ici des yeux. Le visage, le contour du visage qui est assez rond et travaillé. Et puis, au niveau du costume, est-ce que vous voyez ici qu'on a un espèce de châle frangé que vous remarquez ici, comme ça, qui s'enroule comme ça, comme un fourreau moulant, tout autour des cuisses, du coup, de cette prêtresse. Alors, elle a le même costume que Nefertiti, d'accord, où on fait cette espèce de carré et on enroule. Et en plus, elle a ce que l'on appelle, c'est une longue tunique à franges que l'on appelle la calasiris, qui est transparente, où on voit à travers, etc. Donc, ça doit être plein de couleurs, etc. Et là, on retrouve un collier que l'on appelle l'ouzek. Regardez, vous voyez la fermeture avec les faucons ici, et ici, un espèce de contrepoids, juste là. Donc ça, c'est l'ouzek, O-U, j'aurais dû vous l'écrire, je crois que je ne l'ai pas marqué, O-U-S-E-K-H. Cet ouzek, c'est le collier que l'on retrouve énormément en Égypte. Là, je vous en montre un exemple qui est au musée du Caire. En gros, j'aurais pu choisir plein de bijoux en Égypte. J'ai essayé de plus faire le costume et des représentations qui vous montrent ces bijoux, parce que sinon on aurait pu y passer des heures et malheureusement vous voyez que le temps file très très vite. Mais parce que sur celui-ci, vous voyez les têtes de faucon et vous voyez le contrepoids.
D'accord? Donc, on resserre. Et cet exemple, il est bien parce que vous voyez les 3 couleurs qui sont importantes en Égypte pour tout ce qui est orfèvrerie. Alors, je vous ai mis au niveau des provenances, vous voyez que c'est exactement la même chose que ce qu'on a pu observer excusez-moi, en Orient. Et en fait, si vous avez ces critères au niveau des couleurs, le bleu, le jaune et le rouge, ben c'est encore quelque chose de religieux. C'est-à-dire que pour les anciens Égyptiens, ils imaginent que leur dieu est fait en or, c'est-à-dire que la chair des dieux est en or. C'est une matière qui est inaltérable, encore une fois, que la poitrine est en cornaline, qui allait rehausser de lapis lazuli et qu'ils ont les épaules en faïence. Donc du coup, c'est pour ça qu'au niveau des bijoux, on va avoir ces couleurs que l'on va retrouver un petit peu partout. Bien entendu, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir de l'or, de la cornaline et du lapis. Donc du coup, si vous êtes un petit peu moins riche, vous pouvez avoir des perles de verre. Mais le verre, ça vient quand même d'Orient, donc c'est pas non plus complètement donné. On a des fois, dans certains cas, des perles de bois qui sont recouvertes de feuilles d'or ou qui sont colorées. Et du coup, c'est ce qui permet, enfin, c'est vraiment les 3 couleurs que l'on va retrouver le plus en Égypte. Enfin, une dernière image, parce que celle-ci, elle est très, très belle aussi. C'est Hathor, la déesse Hathor, qui accueille le roi Séti Ier. Donc là, on est pendant le Nouvel Empire. Et donc, vous voyez ici un collier un petit peu particulier que l'on appelle le Menat, M-E-N-A-T. C'est un grand collier à contrepoids qui est associé à la déesse Hathor et qui servait à faire du bruit. Donc finalement, ce n'était pas un collier qui était porté, c'était plus un collier qui, du coup, servait comme un petit peu une crécelle. Là, la déesse, vous avez vu qu'elle est revêtue d'une robe fourreau qui est colorée. On retrouve l'Oussek, des boucles d'oreilles assez incroyables. Et devant, vous avez vu que Séti Ier, là, il a une coiffure avec des cheveux un peu plus longs, ce que l'on appelle l'uréus, du coup le serpent, un cobra femelle qui protège du coup le pharaon. Et regardez, on retrouve le shenti. Et là, le même vêtement que ce que l'on a vu sur Nefertiti, donc ce voile tout en transparence que l'on va nouer. Regardez, vous voyez le nœud juste devant. Et une dernière chose, je crois que j'ai mis une dernière image. Ici, c'était juste pour vous montrer, parce que c'est quelque chose que vous connaissez, que vous avez les 2 couronnes, la couronne de la haute et la couronne de la basse Égypte, qui vous sont représentées, la blanche, la haute, la rouge, la basse. Et ici, vous avez vu le pharaon qui suit, mais finalement, il a exactement le même costume que ce que vous avez ici. Voilà. Si vous avez des questions sur l'Égypte, et puis on va passer... alors, je crois que je vais vous demander un quart d'heure encore. J'ai un peu du mal à tenir en 1 heure les séances, désolée. Et on va passer un petit peu, du coup, à tout ce qui est Grèce-Rome. Vous allez voir qu'ici aussi, ça va être beaucoup plus simple que ce que l'on a vu tout à l'heure. Bon. Alors, pour Grèce-Rome, je vous ai fait une première partie sur les civilisations égéennes. Ensuite, il y a des généralités sur le costume gréco-romain. Et donc, on va passer de la Grèce, ensuite jusqu'à Rome. Et là, effectivement, on a des textes écrits qui nous parlent un petit peu des critères de beauté, etc. Donc, on commence à avoir beaucoup plus de documentation. Donc là, je vais vous parler de la civilisation égéenne, donc, qui s'étend de 2700 à 1200. La Crète, Santorin et le sud de la Grèce. La plupart de mes exemples proviennent de Crète. Ici, c'est le sarcophage d'Aguya Triada. C'est un sarcophage que j'ai choisi de vous mettre pour plusieurs raisons. C'est que, vous voyez ici, vous avez une robe longue. Ici, vous avez un espèce de pagne avec une chemise. Et regardez dans le détail, vous avez vu que cette tunique, ici, c'est comme si on avait la queue d'un animal. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai tort. Regardez ici un petit peu Horus comment il est habillé. Vous avez vu
Quand je vous parlais des liens avec l'Orient, en fait, au début, le pharaon, on pense que son shenti, il n'était pas forcément en lin, mais il était aussi fait en cuir comme ce que l'on a en Orient. Et du coup, vous avez la queue de l'animal qui est représentée ici. Et même quand vous allez avoir les choses en textile, on va avoir cette survivance qui va être représentée du coup en textile. Et donc, vous voyez ici, survivance du Conakès, d'accord, avec la queue de l'animal et les petites, comme si c'était les petites fourrures qui sont représentées ici. Donc, au niveau du costume masculin en Crète, au début, c'est des vêtements de peau. Puis, au fur et à mesure, on va avoir le tissage. Et là, vous avez 3 exemples. Alors, cette tunique, est-ce qu'elle est en peau ou est-ce qu'elle est en tissage, mais survivance du Conakès. Vous avez ici, sur le porteur de vase, un pagne. C'est un pagne crétois qui peut faire penser au pagne égyptien. Par contre, vous avez vu que là, on n'est pas du tout dans le blanc, mais on est vraiment dans la couleur, les motifs de partout. Donc, la matière employée, devait y avoir du lin, de la laine et du cuir. Voilà, c'est une jupe courte généralement. Là, vous avez ici un autre pagne, d'accord? Et on pouvait avoir des robes longues comme ce que vous avez par exemple ici. Voilà. Mais les robes longues, elles vont plus être réservées aux princes ou alors à tous les personnages qui vont travailler à tout ce qui est prêtre, d'accord, tout ce qui est religieux, les dignitaires, ou alors c'est réservé pour certaines processions, donc vraiment dans des cas particuliers. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme en Égypte où quand vous allez avoir une complexification du shenti, c'est pas facile de travailler avec un shenti super complexe avec la tunique transparente, etc. Donc du coup, la plupart du temps, vous allez avoir un pagne simple. Et puis, au fur et à mesure, ça se complexifie quand vous êtes un personnage important, un dignitaire ou pour des processions. Les cheveux sont longs. Vous avez vu ici, vous le voyez aussi là. On a les yeux qui sont cernés ici de noir, d'accord ? Il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de commerce aussi avec l'Égypte. Donc, ces cheveux sont longs, ils sont nattés. Il y a des turbans, il y a des couvre-chefs. On a quelque chose de vraiment, vraiment très, très décoré. Les chaussures, c'était des sandales, mais qui sont utilisées juste pour sortir. Pour les femmes, c'est là où du coup, on retrouve ce que l'on avait sur la pyxide de Ras Shamra. Ici, vous avez les célèbres déesses aux serpents. Alors, ces déesses aux serpents, on en a retrouvé plusieurs qui sont toutes intercuites. Et elles sont assez énigmatiques au niveau du costume. Parce que, vous voyez ici, elles ont une espèce de chemise, comme le boléro que vous avez ici. Cette chemise, sur le derrière, en fait, sur le cou, au début, on avait un col Médicis. Alors, on verra ça un petit peu avec la Renaissance. Le col Médicis, c'est le col qui part comme ça, comme ce que vous avez avec la reine Margot. Puis, au fur et à mesure, ce col, il va disparaître et on va avoir juste une encolure ronde, comme ça, autour du cou. Un corsage. Donc là, on a vraiment un vêtement qui est cousu, qui sert vraiment à la taille pour mettre en valeur la poitrine, un espèce de tablier qui serait une survivance du Conakès aussi. Et là, vous avez vu l'étagement comme ça, comme sur la dorante que l'on a vu en Orient. Sauf que ici, ces étagements, ils posent plusieurs soucis. On ne sait pas du tout s'ils étaient obtenus par des cerceaux. Est-ce que du coup, c'était un petit peu comme vous voyez pendant le Second Empire avec les énormes crinolines, mais en tout cas, ça donne une certaine ampleur et une certaine forme de cloche. Ce costume, on est d'accord, c'était pas porté tous les jours et c'était sans doute porté que par des prêtresses, donc dans un rôle assez précis. D'accord, c'est pas... Il y a quand même une certaine pudeur dans ces civilisations qui fait que la femme ne montre pas sa poitrine. Au fur et à mesure, ça va évoluer vers ce que vous avez là. Regardez, c'est la célèbre Parisienne. Donc, elle a été nommée comme ça au début du XXe siècle parce que, avec sa bouche rouge, son teint très blanc et ses boucles, ça correspondait à l'idéal de beauté des années 1900. Et en fait, là, vous voyez qu'elle a une chemise, cette petite chemise comme ça,
qui du coup est, c'est une chemise qui est transparente. Vous avez un ruban ici, clac, qui passe par derrière et hop, ça se ferme par un énorme nœud comme ça sur la nuque. Et vous avez ces petites rayures comme ça, donc on voit qu'on a, c'est un peu comme les tissus qu'on peut avoir aujourd'hui en été, où vous avez ces bandes comme ça, des fois elles sont un peu colorées, dorées, etc., transparents, en même temps quelque chose de très très fin et de très léger. Pour la coiffure, vous avez vu que toutes ici, elles ont une boucle qui part devant l'oreille. Des cheveux bouclés avec des épingles, avec des perles, etc. Donc on est dans quelque chose qui est quand même très luxueux et surtout, vous avez vu qu'il y a quand même un énorme goût pour la couleur. Un petit peu comme ce que l'on a vu chez les... Oh, ça m'énerve quand on fait ça. Comme ce qu'on a vu chez les Perses. Une dernière dame, et pas des moindres, c'est la dame d'Auxerre, du coup, qui est en calcaire. Et donc là, c'est un costume que vous connaissez un petit peu moins. Mais après, vous allez voir que vous allez tout connaître. Regardez un petit peu. Au 7e siècle, avant notre ère, le costume crétois, du coup, c'est un mélange entre l'Égypte et l'Orient. Et la Crète, bien entendu. L'Égypte, avec la chevelure qui est perlée, comme ça. Par contre, elles ont des espèces de franges qu'on ne trouve pas trop en Égypte. Elles ont un espèce de châle et vous avez vu la ceinture, un peu comme ce que l'on avait sur les déesses au serpent. Une grande jupe, une grande robe, d'accord, où là vous avez des motifs géométriques. Puis au fur et à mesure, la mode minoenne, elle est plus ou moins adoptée dans les pays qui sont à côté, donc Chypre, etc. Puis au fur et à mesure, elle va être mise de côté pour ce que l'on va retrouver beaucoup plus en Grèce, Grèce même. Alors, ici, je vous ai mis du coup les caractères généraux des costumes grecs et romains. Donc, généralement, c'est des pièces qui sont rectangulaires et qui vont être toujours drapées. Donc, il y a une certaine stabilité. Il y a quelques modes, mais vous allez voir qu'il y a très peu de transformations. Pour les Grecs, alors cette phrase, elle est assez symptomatique. Je trouve qu'elle résume très bien. C'est-à-dire qu'on dit que l'esprit grec a transposé dans son costume les idées dominantes de son architecture. C'est-à-dire que vous voyez les colonnes cannelées, vous pensez aux drapés du costume grec. Donc, les tissus, pour la plupart du temps, ça va être de la laine, puis ensuite du lin. Au niveau des couleurs, vous avez tous l'idée du blanc, mais en réalité, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que pendant les périodes les plus anciennes, vous allez avoir de belles couleurs sous l'influence orientale. Pendant la période classique, monochrome, du blanc. Et puis pendant la période hellénistique, de nouveau des conquêtes en Orient, etc. Et de nouveau du goût pour la couleur. Alors, au niveau du costume masculin, là aussi, vous allez voir rien de forcément... c'est des choses, je pense que vous les connaissez. D'abord, vous pouvez avoir une tunique assez courte. Donc, c'est ce que l'on appelle l'exomide ou l'exomis. Donc, c'est un rectangle. Donc, c'est un drap de laine, généralement, qui va être cousu sur un côté ou cousu sur un côté ou alors accroché avec une agrafe sur chaque épaule ou juste sur une épaule, comme ce que vous avez ici, l'épaule gauche. D'accord. Et vous avez une petite ceinture pour faire blouser la tunique. Donc, l'exomis, pardon. C'est ce que vous retrouverez ensuite sur les tuniques, chez les Romains, etc. Quand c'est court, c'est plus un vêtement de travailleur et de soldat, puisque ça permet une certaine liberté de mouvement. Ensuite, sur la deuxième image, je vous montre ici, c'est Mercure qui est représenté. On reconnaît avec son pétase. Et ici, vous voyez que vous avez un espèce de manteau qui est accroché juste là sur l'épaule droite. Donc, c'est ce que l'on appelle une chlamyde. La chlamyde, c'est aussi la cape que l'on voit dans les guerriers grecs, dans les films, etc. Et donc, du coup, c'est un vêtement de laine qui est un grand carré, d'accord, qui va être attaché par une chlamyde comme ça sur l'épaule droite. Donc, elle pouvait être en laine.
ça pouvait être aussi en peau. Mais les Grecs sont pas super doués pour travailler la peau. Et donc, du coup, on raconte que les peaux, elles étaient très sommairement tannées et que du coup, ça vieillissait mal, que ça faisait des mauvaises odeurs, etc. Bon, après, on ne peut pas être doué en peau, on ne peut pas dire ça comme ça. Ici, sur la droite, vous avez le troisième vêtement qu'on va retrouver chez les hommes. C'est ce que l'on appelle l'himation. Donc là aussi, c'est une grande pièce rectangulaire en laine. Vous avez vu, on travaille toujours sur la grande pièce rectangulaire. Cette grande pièce, elle va être enroulée comme ça, là, sur le bas. Et ensuite, on la fait passer comme ça sur l'épaule gauche et elle revient comme ça sur l'avant-bras gauche. Bon, autant vous dire que c'est pas pratique. D'accord, vraiment pas pratique, ça entrave les mouvements. Et donc, du coup, c'est pas tout le monde qui va les porter. Ça va pas être les travailleurs, ça va pas être les agriculteurs, ça va pas être les soldats. Genre, quand vous avez un himation comme ça va être un citoyen grec, d'accord, qui va porter ça aussi en représentation, etc. Et décidément, je suis désolée. Au niveau de la beauté masculine, là, vous allez avoir un gros changement que l'on va retrouver aussi chez les femmes. Regardez ici, et ce que vous avez ensuite ici sur les frises du Parthénon. Alors, le gros changement, c'est que regardez ici la tête du cavalier rampant. Elle est très fine. Vous avez ici les petites bouclettes au niveau de la barbe et les petites bouclettes au niveau de la chevelure. Je pense que là, vous reconnaissez Sargon d'Akkad, tout ce que j'ai pu vous montrer en Orient. Donc, on a vraiment cette mode d'Orient. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous allez avoir les guerres médiques, du coup, il ne faut pas oublier qu'il y a eu le saccage de l'Acropole en 480. Donc, du coup, après 480, on rejette tout ce qui vient d'Orient. Et donc, du coup, vous allez plus avoir une chevelure qui va être courte, la barbe, certes, pour les plus anciens, qui représente la sagesse, mais généralement, on va se raser. D'accord? Et plus du tout le goût, comme je vous ai marqué tout à l'heure, de mettre de la couleur partout, des ornements, etc. On va aller vers plus de simplicité. Il y a un rejet, en gros, de tout ce qui est exotisme, de tout ce qui est oriental, et ce sont des raisons politiques aussi. Au niveau du costume féminin, alors, vous allez voir que vous avez deux principes de base que l'on appelle le péplos et le chiton. Alors, les petits dessins, ils sont bien faits parce qu'ils vous montrent un peu comment ça marche. Vous avez un grand drap de laine ou alors, après de lin, vous faites un rabat. Et ensuite, là, vous accrochez clac et clac sur les épaules. Vous pouvez mettre une ceinture pour faire blouser votre robe. Ici, la partie, le rabat, vous pouvez le descendre plus ou moins comme ça sur la robe, ce qui donne des effets un petit peu différents. Ici, vous avez une statue féminine qu'on appelle une chorée, donc jeune fille, qui est appelée la péplophore. Comme ça, c'est le meilleur exemple pour vous montrer le péplos. Et là, c'est une reconstitution, ce qui vous montre bien que, vous voyez, avant le 5e siècle classique, on a des vêtements qui sont très, très colorés. Et cette goût de l'ornementation, alors le maquillage peut vous sembler un peu bizarre, etc., mais il y avait ce goût aussi de montrer les lèvres bien rouges, les sourcils bien fins, etc. Le deuxième costume que l'on va avoir, c'est le chiton. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous voyez bien avec la victoire de Samothrace, etc. Là, je vous ai pris deux exemples et je vous explique pourquoi. D'abord, un exemple masculin, parce que le chiton peut être porté par les hommes, mais de manière plus rare. Puis c'est une statue qui est magnifique, c'est le riche de Delphes. Et ici, les cariatides de l'Érecthéion. Alors, pour le chiton, en fait, pareil, vous avez votre espèce de drap de laine qui va être plié en deux. Vous allez coudre une partie, ou pas. Là aussi, c'est là où il y a les difficultés. C'est pareil pour le péplos. Des fois, vous pouvez coudre, des fois, vous ne pouvez pas coudre. Et ensuite, vous mettez des agrafes. Ou vous en mettez juste deux, ou vous en mettez sur tout le long. Et donc là, ensuite, vous mettez une ceinture. Et ensuite, vous faites sortir de votre ceinture, puisqu'en fait, le drap de lin est beaucoup plus long. Faites sortir de votre ceinture un pli. Et vous voyez la différence ici, ça blouse, mais on a un repli. Donc, ça fait un encore plus gros ventre.
si je peux me permettre, que le péplos où vous avez vraiment juste le rabat comme ça sur le dessus. Donc, du coup, là, je vous ai pris l'exemple des cariatides, parce qu'elles sont quand même magnifiques. Puis, je vous montrerai aussi les coiffures de derrière. Est-ce que ça va pour le chiton et le péplos? Alors, pensez que des fois, là, je vous ai pris des exemples qui sont très clairs. Vous voyez, l'orige, on voit bien qu'il n'a pas de rabat et que du coup, là, il fait blouser, mais il fait blouser un petit peu. Alors que ici, sur les cariatides, elles font blouser beaucoup plus, elles font sortir leur pli. Mais des fois, c'est très difficile sur une statue grecque d'arriver à faire la différence entre le péplos et le chiton. Donc, c'est complètement normal. Au niveau des coiffures, ça, c'est les coiffures des cariatides. Donc là, des coiffures qui sont tressées de partout, qui sont absolument magnifiques, où elle a 2 grosses tresses qui partent de devant, une tresse qui part de derrière et une tresse qui... Bon, il faut avoir 3 kilos de cheveux pour arriver à faire ça. Donc, où vous avez des tresses absolument partout et la mode, c'est d'avoir des cheveux qui sont ondulés. On peut avoir beaucoup d'ornements de cheveux. Alors ça, c'est ce qu'on trouve déjà depuis l'époque mycénienne et pendant plusieurs centaines d'années. Donc, c'est des espèces de petites torsades, des petites boucles comme ça, que l'on met dans les cheveux. Et du coup, ça permet d'orner, de donner de la couleur, etc. Après, il y a d'autres coiffures, parce que ce genre de coiffure, on est d'accord que ce n'est pas tout le monde qui peut porter ça. Donc là, vous avez une servante et vous voyez qu'elle a un gros turban comme ça qui permet de maintenir comme ça ses cheveux. La femme qui est ici, c'est un peu un nom barbare, elle est coiffée d'un sécrifale. C'est-à-dire qu'en gros, elle laisse les cheveux qui sont devant. Ensuite, vous avez des rubans et le cheveu est maintenu à l'arrière par une espèce de bande de tissu. C'est un peu au moment du XVIIIe siècle, si vous avez des images un petit peu de Vigée Lebrun, il y a de nouveau cette mode, d'accord, ça correspond un peu au sécrifale, même si ce n'est pas tout à fait ça, de mettre dans un espèce de bandeau comme ça les cheveux. Donc là aussi, c'est une coiffure qui est assez complexe et forcément, il vous faut quand même quelqu'un pour pouvoir arriver à vous coiffer. Donc du coup, c'est quand même un signe de richesse. Alors, au niveau des bijoux, là aussi, je vous ai fait une sélection sur les choses qui sont un petit peu spéciales. C'est-à-dire que ça, c'est une fibule. Donc, clac-clac au niveau du vêtement. D'accord? Elle est assez grosse. Donc, du coup, pas sûr qu'elle ait été portée. Est-ce que celle-ci, elle a été faite vraiment plus pour accompagner dans une tombe? Ça reste quand même assez problématique. Ici, vous avez un collier qui est en bandeau, en or. Et là, vous voyez qu'on a un mélange entre ce que l'on peut trouver en Orient, en Égypte, et puis ensuite, particularité grecque. Celle-ci, je vous l'ai mise parce qu'en fait, ça provient de Mycène. Et en fait, c'est un rappel de ce que l'on a pu voir il y a quelques semaines sur l'âge du bronze, où vous avez tout ce travail sur la spirale. Et je vous avais expliqué que l'âge du bronze était très important, puisqu'en Europe, on voit les 3 grandes civilisations, 3 grosses parties d'Europe se former, les civilisations méditerranéennes, les civilisations celtiques et les civilisations nordiques. Et tout ça, ça se mélange. Et vous voyez qu'ici, vous avez l'utilisation de la spirale. Là, boucle d'oreille, les deux là, elles sont un peu spéciales. Les 2 dernières boucles d'oreille, c'est-à-dire que vous les mettez comme ça au-dessus, comme ça, de l'oreille. Et de l'autre côté, celle-ci aussi, en fait, il faut penser que le petit rond, il va arriver ici. D'accord? Donc ensuite, ça suit le contour de l'oreille. C'est des choses qui redeviennent à la mode aujourd'hui. Extrêmement simple. Donc là, oui, je vous ai choisi un petit peu des choses qui sortent de l'ordinaire. Et ce qui est assez célèbre aussi en Grèce, ça va être les couronnes. Donc vous avez ici une couronne de feuilles de laurier. Alors, j'ai choisi de prendre celle du Louvre. C'est plus simple pour vous d'aller voir, mais regardez un petit peu à quoi ressemble la couronne que l'on a retrouvée dans la tombe de Philippe de Macédoine, parce qu'elle est assez incroyable. Et donc, ces couronnes, on appelle ça des stéphanies. Je vais penser au nom Stéphane, Stéphanie, bien entendu. Et en fait, elles peuvent être portées de manière religieuse,
elles peuvent accompagner le mort, puisqu'on l'a retrouvé dans la tombe de Philippe II de Macédoine. Et donc, du coup, c'est aussi bien les femmes et les hommes qui peuvent les porter. Et à chaque fois, ici, ce sont des feuilles de laurier, mais vous pouvez avoir des feuilles de chêne. On a vraiment l'impression d'avoir des vraies feuilles de chêne, des vraies feuilles de laurier. Vous avez vu ici, vous avez même le fruit comme ça du laurier. Et juste à côté, donc ça, c'est, je ne suis pas très objective, mais c'est l'une des choses que je préfère au Louvre. C'est dans une toute petite vitrine. En fait, c'est une couronne qui, cette fois-ci, est faite en argile. Donc, argile et pain. Donc, elle était comme un diadème, d'accord, comme ça. Et c'est caractéristique du style floral que l'on va beaucoup voir se développer en Grèce, puis en Italie du Sud. Et donc là, vous avez vu que vous avez des petites fleurs comme ça, c'est quelque chose de très léger. Ça peut être utilisé aussi pour les mariages. Ça, c'était plus un diadème féminin. Ça a une valeur sociale, ça montre votre statut, de toute façon un petit peu comme chaque couronne. Alors, pour la Rome antique, donc, ici aussi, c'est des choses que vous connaissez sans doute. Ah, j'ai une question. Si elles avaient des cheveux postiches, pareil pour les romaines, je vous montrerai certaines coiffures où effectivement elles ont des cheveux postiches. Et quand il y a eu le Covid, il y a eu un espèce de concours entre différents musées pour montrer les choses bizarres. Et en fait, il y avait un chignon postiche. Donc la femme était enterrée, c'est une femme romaine qui était enterrée avec un chignon postiche. Et je crois que c'est le musée de York qui présentait ça. C'est que je retrouve un petit peu. Mais non, c'est des rajouts. Voilà. Alors, au niveau du costume de la Rome antique, donc là, on va retrouver un petit peu les mêmes principes que chez les Grecs. Par contre, autant chez les Grecs, vous allez avoir une certaine complexification, autant chez les Romains, vous allez avoir une certaine continuité. Enfin, en même temps, c'est l'Empire romain. Ça s'est construit aussi sur de la stabilité et des principes qui sont assez forts. Donc, du coup, pendant la République, on a un costume qui est assez rigide. Pendant l'Empire, on va avoir quelque chose peut-être un peu plus raffiné, mais des grands poncifs à chaque fois. Puis au fur et à mesure, il va y avoir des modes qui vont venir un peu plus des barbares, des Gaulois, etc., et qui vont introduire un petit peu plus de couleurs. Pour le costume masculin, donc là, vous allez avoir la tunique, que vous avez ici et que vous avez ici rajouté en rose. Donc là, c'est de manière super simple. C'est deux rectangles qui sont cousus sur les côtés et les épaules. D'accord? Donc, ou c'est cousu sur les épaules, ou alors on met des fibules, comme ce que l'on a vu pour le chiton, ou dans une certaine mesure pour le péplos. Ensuite, on met une ceinture autour des hanches et on fait blouser. Alors, vous voyez qu'ici, il a des bandes rouges. En fait, ces bandes rouges sont des rayures qui sont faites en pourpre et qui symbolisent votre statut social. C'est-à-dire quand vous êtes chevalier, vous avez des bordures qui sont fines, vous êtes sénateur, c'est un peu plus grand, et puis des fois vous avez des palmettes quand vous êtes un général. Tout est codifié et de toute façon, c'est quelque chose dont on va reparler pendant les futures séances, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de porter ce que vous voulez. Ça, c'est complètement sûr. Pour la toge, alors pour vous la résumer, l'écrivain Tertullien, il disait que ce n'était pas un vêtement, mais un fardeau. Il faut imaginer un arc de cercle qui fait 6 mètres de long. D'accord? Donc, il faut placer les bordures arrondies vers l'intérieur et c'est un esclave qui est spécialisé en plissé, que l'on appelle le vestibulus, qui du coup, avec des pinces, va faire les plissés et vous enroulez vos 6 mètres de tissu autour du bras gauche. Et vous avez vu que ça revient comme ça, un peu comme l'imation, hein, comme ce que l'on a vu avec l'imation, sauf que c'est en encore plus grand et en encore plus compliqué à pouvoir mettre. Donc, ici, pour cette toge, là aussi, vous pouvez avoir des bandes et selon votre statut social, et bien là aussi, vous allez avoir des bandes qui sont plus ou moins grosses. D'accord? Quand vous avez les espèces de palmettes, c'est toujours celui qui est au-dessus. Après, ce que vous avez ici, le pallium, c'est le manteau. Donc, c'est un petit peu plus petit que la toge.
mais ça entrave quand même pas mal les mouvements parce que vous voyez que ça ressemble aussi à l'imatium. Alors ça, je vous l'ai mis en plus parce que comme j'ai pris cette statue de Néron, vous voyez qu'il a ici une bulle. Et ça, la bulle, c'est le collier qui indique que du coup, vous êtes un enfant et un enfant issu d'une classe sociale élevée. Donc en gros, vous avez un peu le droit de faire ce que vous voulez quand vous portez ça. Alors, pour le pallium, bon, vous l'avez ici. D'accord, vous voyez qu'il s'enroule comme ça. C'est une statue qui est au musée de Cluny, qui est très, très... franchement, si vous avez l'occasion d'aller au musée de Cluny, c'est quand même une réussite, la restauration de ce musée. Je crois que Anne-Laure avait proposé que Bulle de Culture, du coup, avait proposé des visites. C'est quand même une réussite les transformations qu'ils ont fait ces dernières années. Vous avez un autre manteau, ce que l'on appelle le paludamentum, qui sert aussi de couverture. Et donc là, c'est une grande pièce de laine qui est rabattue sur l'épaule gauche, qui va passer sous le bras. Et ça peut être du coup un manteau qui est de couleur pourpre, qui est porté par les généraux de la République, puis les empereurs. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de vous le montrer, mais qui va être aussi porté par certains rois mérovingiens comme une survivance de tout ce que vous avez ici. Donc vraiment voilà. Au niveau du costume féminin, donc là aussi, au fur et à mesure, oui. Voilà. Je savais que c'était Émilie qui avait présenté, mais je ne sais pas si tu vous proposais Cluny. Bon, en tout cas, pour le costume féminin, je vois que j'ai trop dépassé, je suis désolée. Pour le costume féminin, ça se forme un petit peu comme le costume masculin. C'est-à-dire que vous avez une tunique, sauf qu'elle est plus longue. Mais là, maintenant, vous avez l'habitude avec les femmes, c'est toujours plus long. Ensuite, vous allez avoir une stola, c'est-à-dire qu'elle est portée sur la tunique. Oubliez la calasis, j'ai été dans trop de détails. Elle est portée sur le dessus et du coup, elle va apporter aussi de la couleur. Et enfin, vous avez un pala, c'est le féminin de pallium, hein, tout simplement, qui va permettre de recouvrir la tête, en particulier quand vous avez une femme mariée. Là, vous voyez, c'est la fresque de la Villa des Mystères. Et vous voyez que la femme, elle porte la stola, d'accord, et elle porte une pala. La pala, généralement, elle est toujours avec des couleurs. On est autour du vert, du jaune, d'accord. Voilà, on a quand même des associations de couleurs qui pourraient paraître un petit peu surprenantes, mais voilà, c'était un petit peu la mode à certains moments. On peut avoir aussi, dans certains cas, pour certaines femmes, la toge, mais qui sont portées aussi dans des cas qui sont quand même assez rares. Voilà. Bon. Au niveau de la beauté et du maquillage, au début, le maquillage, pendant la République, c'est vraiment vu que pour les femmes de petite vertu. Puis au fur et à mesure, on va avoir énormément de fards et alors là, des choses qui peuvent être extrêmement colorées, un peu comme ce que l'on a vu du coup en Grèce. Donc beaucoup de blanc avec le blanc de céruse, la craie, l'arsenic, etc. Et je vais y arriver. Regardez un petit peu au niveau des coiffures. Au début, au niveau des coiffures, on va avoir des coiffures qui vont être comme chez les Grecs, en particulier sous l'Empire, avec des lourdes tresses qui sont mises en bandeau, etc. Puis à partir, de la République, à partir de l'Empire, donc à partir d'Auguste, on commence à avoir des changements. Vous allez avoir la femme d'Auguste qui s'appelle Livie, qui va inventer un nouveau style de coiffure que l'on appelle le nodus, qui est ici. C'est-à-dire que vous avez une chevelure qui est en chignon, et sur la nuque, on remet la tresse comme ça sur le dessus, et ça va faire cette espèce de petite banane comme ça sur le front. Ensuite, au 1er siècle, on va avoir une coiffure avec ici des tresses et tout autour, on a des espèces de boucles. Et plus on va avancer, et plus on va avoir ce que l'on appelle cette coiffure en nid d'abeille, c'est-à-dire qu'on travaille avec un fer. On enroule les mèches autour d'un fer, d'accord, une tige chauffée. Et en fait, on peut monter la coiffure jusqu'à une trentaine de centimètres au-dessus de la tête, du front.
Donc là, on est vraiment au paroxysme, comme ça. Vous voyez que les chevelures ici, elles sont nattées, on orne de diadèmes. Donc en gros, on passe des heures à se coiffer quand vous avez ça. Et ici, on a enfin on va revenir vers plus de simplicité. Vous savez que de toute façon, à chaque fois, on complexifie. Et puis quand on arrive à un espèce de paroxysme, on redescend vers quelque chose de plus simple. Puis ça repart aussi après. Et là, au 3e siècle, c'est la coiffure de Julia Domna, où c'est ce que l'on appelle une coiffure en côte de melon. C'est-à-dire que, ou ça peut être des tresses, un peu comme ce que vous avez en Afrique, ou alors ça peut être des torsades, comme ça. Et donc la chevelure est vraiment séparée. Par contre, quand vous avez ça, regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir le petit morceau de cheveux que vous avez ici. Vous voyez, ça répond un peu à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire que, oui, elles ont plein de postiches, elles ont plein de rajouts, etc. Et je vais finir du coup avec 2 diapositives sur les bijoux. Et je suis désolée pour avoir été vite. En fait, là, je vous ai mis 2 bijoux étrusques. Alors, celui-ci, c'est une merveille. En fait, les Étrusques vont travailler une technique que l'on appelle la granulation. Donc, c'est un fil d'or que l'on va fondre pour arriver à avoir plein de petites gouttelettes d'or. Et donc, vous voyez ici, tout ça, c'est de la poussière, enfin, c'est vraiment de la poussière d'or avec plein de petits grénotis comme ça d'or. Donc, on a une orfèvrerie qui est vraiment sublime. Ici, ce sont des boucles d'oreilles aussi étrusques. On parle de plaques de boucles d'oreilles en grappe. C'est ce que vous avez ici, les grappes. D'accord. Elles sont travaillées au repoussé derrière. Et ça a un côté, moi, ça me fait penser aux bijoux Yves Saint Laurent des années 1980-90. Il y a vraiment comme voilà, je ne sais pas s'ils ont été regardés de ce côté-là, mais en tout cas, vous avez vraiment ça. Ça, ce sont des bijoux romains qui peuvent paraître plus simples, mais qui en même temps sont extrêmement travaillés. Vous avez vu au niveau du sertissage. Alors, chez les Romains comme chez les Grecs, et surtout les Romains, on va beaucoup travailler les perles. Ce que vous avez là, ça, c'est de la racine d'émeraude. Et donc, du coup, on apprécie énormément d'avoir des boucles d'oreilles colorées. Alors, ces boucles d'oreilles, de temps en temps, elles peuvent être tellement lourdes qu'on raconte que dans certains cas, mais en fait, vous avez lors de soirées des femmes qui participent à des soirées et qui ont des boucles d'oreilles tellement lourdes qu'elles ont leur ornatrix, c'est-à-dire celle qui les part, qui les suit pour apaiser leurs oreilles avec certains produits, tellement les boucles d'oreilles tirent comme ça sur le lobe de l'oreille. Bon, c'est vraiment il faut souffrir pour être belle quand vous avez ça. Et en dernier, alors, vous avez certes ce collier, mais surtout, j'aimerais vous montrer ce que vous avez ici. C'est un trésor qui a été acquis il y a environ une dizaine d'années, qui malheureusement n'est pas visible en ce moment, mais qui vous montre une technique romaine. Parce que autant sur la plupart des autres techniques, c'est des techniques qui ont été reprises à droite à gauche, autant là, c'est vraiment une technique romaine. Donc, c'est un trésor. Et cette technique, c'est ce que l'on appelle l'opus, donc l'ouvrage interracilé. Et en fait, en quoi ça consiste? Ça consiste à percer le métal à froid de l'extérieur vers l'intérieur. Et voyez, ça consiste à faire ce que vous avez là, c'est-à-dire la dentelle d'argent qui est tout autour d'ici et qui est sur le pourtour de la bague que vous avez là. Donc là, un bijou qui est assez classique, mais je ne pourrais pas ne pas vous en montrer, ce que l'on appelle une entaille. Donc on creuse comme ça la cornaline. Et ici, vous voyez un aigle. Donc c'est la représentation de Jupiter. Alors, ce n'est pas le dieu le plus représenté en entaille. C'est pour ça aussi que ce trésor est intéressant. Et ici, cette bague, elle est intéressante pour plusieurs raisons. C'est qu'on va avoir une mode à un moment de la Rome antique, c'est de mettre en bijoux, d'accord, des pièces de monnaie. Donc là, c'est une monnaie d'argent qui a été frappée à Rome, à peu près en 200, donc au début du 3e millénaire, qui va être recouverte d'une feuille d'or pour faire semblant que c'est un auréus, donc une monnaie en or. Et je trouve intéressant, de l'autre côté, vous avez l'empereur Septime Sévère, et généralement, on prend le côté avec l'empereur. Ben là, non. Ils ont pris l'autre côté, c'est les princes Caracalla, et à droite, et à gauche, vous avez Geta.
Vous savez peut-être qu'à un certain moment, l'Empire est tellement grand que du coup, il va y avoir des Césars, des Augustes, partage aussi du pouvoir avec les enfants pour pouvoir un petit peu alléger tout ça. Et donc, du coup, ici, c'est une mode que l'on a à partir de la fin du IIe siècle. Une mode où vous avez beaucoup de bijoux qui sont ornés de monnaie, avec pas mal de monnaie en or, très peu en argent. Donc, c'est pour ça aussi que cette pièce est assez rare. Et ça vous montre vraiment une nouvelle mode qui, pour le coup, cette fois-ci, est vraiment une mode romaine. Par contre, au niveau des bagues, je ne peux pas vous dire si c'était porté par des hommes ou des femmes. Voilà. C'est-à-dire que les Romains portent les bagues sur à peu près tous les doigts, sauf l'index. Et ils les portent de manière différente. C'est-à-dire qu'on peut avoir des bagues qui s'arrêtent ici, d'accord, au niveau de la première phalange. Donc, du coup, voilà, là, je vous laisse un petit peu imaginer, c'est un homme ou une femme qui pouvait porter ces deux types de bagues. Alors, je termine ici. Je sais que j'ai terminé. Je suis désolée d'avoir encore dépassé, mais c'était un petit peu d'une mission impossible d'arriver à vous traiter toute l'Antiquité en 1 heure et quart. Est-ce que vous avez des questions? Ou ça va? Je vous ai tellement abreuvé que là, du coup, vous n'en pouvez plus. Vous avez juste envie d'aller manger. C'est bon? Bon. Alors, écoutez. Je vous laisse pour la séance prochaine qui sera plus légère, je vous promets. Enfin, je suis très bavarde, comme vous avez pu voir, qui sera du coup sur le Moyen-Âge et la Renaissance. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, ce sera pour la semaine prochaine. Ce sera avec plaisir. Du coup, je vous souhaite pas de questions sur... Ah, d'où vient l'heure des Romains? Pareil. Ça vient des mêmes pays. Pardon. Ça vient des mêmes pays, la Nubie, donc certains pays africains. Et comment ça s'appelle? En Gaule, il y avait beaucoup d'or auparavant. Puis, au fur et à mesure, comme on l'a vu dans la séance, on va avoir une espèce d'économie d'or. Il y en a de moins en moins. Alors, les supports, c'est un gros travail. Donc, je suis désolée, mais je vais voir avec Anne-Laure. Mais un peu compliqué sur ça. D'accord. Je vais voir avec Anne-Laure. D'autres questions ou c'est bon? Ok. Alors, du coup, je vous souhaite bonne soirée à vous et j'espère que j'ai pas trop empiété sur votre repas. Et puis, du coup, bon appétit.